Donc, nouvelles substances psychoactives, nouveaux produits de synthèse, nouvelles drogues de synthèse, designer drugs, research chemicals, legal high. Toutes ces appellations ne sont pas de parfaits synonymes, même si on a tendance à les utiliser de manière interchangeable, mais elles ont en commun de désigner un ensemble de molécules psychoactives d'origine synthétique récemment apparues sur le marché des drogues, de manière à contourner les lois sur les drogues. Elles sont généralement récupérées dans des recherches, dans des publications scientifiques, parfois très vieilles, mais elles sont aussi parfois proactivement synthétisées. Et donc de manière à contourner les lois sur les drogues, parce que dans la plupart des pays, jusqu'il y a peu de temps, ces lois, elles étaient composées d'une part d'un ensemble d'interdits, interdits de fabrication, de production, de culture, de commerce, d'achat, de détention, et d'usage parfois aussi, et d'un autre côté, d'une liste de produits sur lesquels ces interdits s'appliquent. Et donc, il suffit de proposer un produit qui échappe à cette liste pour qu'il ne puisse pas être considéré comme drogue, et de manière à ce qu'il puisse donc échapper aux législations en vigueur. C'est pour ça qu'on parle parfois de legal high. Et ces substances, elles contournent aussi les lois sur... il y a une désynchronisation ici entre ce que j'affiche et ce qui se passe là-bas, donc je vais devoir un peu gérer ça aussi. Elles contournent également les règlements et les lois sur les substances réglementées. C'est pour ça qu'elles sont vendues comme non destinées à la consommation humaine, sous des appellations diverses comme research chemical, ou parfois plus loufoques comme encens, sel de bain, pot pourri et autres. C'est complètement désynchronisé, hein, c'est assez gênant, je crois que je vais devoir me tourner vers ici. Un exemple concret, donc en haut on a le THC, hein, donc la molécule psychoactive qu'on retrouve à l'état naturel dans le cannabis, et en dessous on a le cannabinoïde de synthèse, le HU210, qui a été synthétisé en 1988 dans le cadre de recherches qui visaient à mettre au point de nouvelles molécules permettant de mieux comprendre le système endocannabinoïde et ses fonctions. Et il s'avère que ce cannabinoïde de synthèse, il est apparu sur le marché des legal high à la fin des années 2000 dans des produits de type spice. Mais il se trouve qu'il est beaucoup plus puissant. Son affinité pour les récepteurs de type 1 au cannabinoïde est très très élevée, beaucoup plus élevée que celle du THC. Et donc ses effets sont beaucoup plus puissants et en plus il a une durée d'action beaucoup plus longue. Et il a été responsable de nombreuses intoxications. L'ironie de l'histoire, c'est qu'il a par ailleurs été synthétisé par le découvreur du THC. Alors ce phénomène des nouvelles substances psychoactives, il ne date pas d'hier. Il y a de nombreuses molécules qui, depuis plus d'un siècle, peuvent être considérées comme des drogues de synthèse et donc ont été nouvelles à un moment donné. La MDMA elle a été synthétisée à la fin des années 1900 en Allemagne, par exemple. Mais le phénomène s'est accéléré avec Alexander Shulkin, qui était un pharmacologue, chimiste, passionné par les états modifiés de conscience, et qui a, dans son laboratoire, d'abord officiellement et puis officieusement, quand il a été un peu écarté par les autorités, a synthétisé tout un ensemble de molécules qu'il testait avant tout sur lui-même et qui sont apparues dans des marchés un peu d'initiés dans les années 60-70. Et ces différentes molécules, on en retrouve la synthèse et la description dans les deux ouvrages qui sont photographiés là-bas. Il y avait aussi ponctuellement de l'émergence au marché noir de molécules de synthèse, nouvelles molécules de synthèse, notamment quand il y avait des pénuries de drogues illégales classiques. Mais le phénomène s'est fortement accentué à la fin des années 2000 en lien avec Internet. L'Observatoire européen de drogue et de toxicomanie recensait en 2010 170 sites Internet qui vendaient au moins une nouvelle substance psychoactive à destination d'au moins un pays de l'Union européenne en 2010, et ce chiffre n'a cessé de croître depuis lors. Bien entendu, là, on n'est plus dans un ordre idéologique, on est vraiment dans une logique commerciale et mercantile. Alors, ces produits sont le plus souvent synthétisés en Chine dans des firmes qui peuvent avoir l'apparence de firmes pharmaceutiques, en toute transparence, et elles sont soit vendues à l'état brut sur des sites de research chemical, donc en toute transparence, on n'est pas sur le darknet.
soit alors elles sont aussi reconditionnées, notamment en Europe, où elles font l'objet d'un marketing et de packaging particulièrement attractif. Et elles sont vendues alors à nouveau sur Internet ou alors dans des smart shops. Ce qu'on a remarqué aussi dans cette offre de produits reconditionnés, c'est que les drogues de synthèse qui ont fini par être interdites, parce que le système prohibitif, bien entendu, il s'adapte à leur prolifération, elles ont tendance à être écoulées sur ce marché reconditionné. Les stocks étant là, il faut bien évidemment les écouler. Et on remarque aussi depuis peu de temps qu'il y a une offre qui se déploie aussi sur le darknet de nouvelles substances psychoactives, et en particulier les NPS à succès qui ont été interdites. Alors, le nombre de nouvelles substances identifiées n'a cessé de croître en relation avec le nombre de sites qui les vendaient au cours du temps, à un point tel que plus de 670 substances nouvelles sont actuellement sous surveillance, même si une bonne partie d'entre elles disparaissent d'année en année et sont renouvelées par d'autres. Donc il y a un phénomène de sélection qui s'opère également. Et on constate ici depuis 2 ans une baisse du nombre de nouvelles notifications de substances. Alors, on peut l'expliquer à la fois par un effet des mesures de contrôle qui ont lieu en Europe, notamment l'augmentation des législations génériques qui essayent d'interdire ces produits de manière collective sur base de structures génériques, et aussi par les mesures qui ont eu lieu en Chine. Parce que la Chine, bien entendu, elle a été un petit peu obligée de réagir à ce phénomène, puisqu'elle est un des grands producteurs. Et puis, bien entendu, la littérature scientifique dans laquelle sont présentées ces substances, dans des modèles biochimiques ou animaux, n'est pas un puits sans fin. Et donc, on est en droit de penser aussi que ce phénomène s'épuise peut-être parce qu'il y a de moins en moins de sources. Et donc, ils sont de plus en plus amenés à devoir créer par eux-mêmes de nouvelles molécules, ce qui est bien entendu plus compliqué. Alors, les différentes classes de molécules, elles ont un succès variable au cours du temps, qui va dépendre de différents facteurs. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il y a des phénomènes qui émergent. Et un des phénomènes émergents, c'est l'augmentation du nombre d'opioïdes de synthèse sur ce marché récemment, ces dernières années, mais aussi l'augmentation du nombre de benzodiazépines, qui peuvent aussi toucher un autre public que les usagers, entre guillemets, de drogue classiques, puisque des personnes qui ont développé des pharmacodépendances et qui en ont marre de devoir multiplier les visites chez des médecins pour avoir suffisamment de prescriptions pour pouvoir avoir les produits dont ils ont besoin, peuvent aussi potentiellement s'orienter vers ce marché. Alors en termes de saisie, on remarque que les NPS, qui sont ici regroupés dans la classe des autres substances, est assez petit en termes de nombre de saisies par rapport au marché des drogues classiques, qui est essentiellement dominé par le cannabis et la cocaïne, et puis d'autres substances par ailleurs. Autres substances, ça veut dire qu'on reprend ici les NPS, mais aussi d'autres drogues plus anecdotiques, entre guillemets, sur le marché des drogues, comme le LSD et le GHB. Petite part de marché, mais là on est au niveau des saisies, donc il est important de prendre en compte également les quantités saisies, et là on voit qu'on est aux alentours de 5-6 tonnes pour les NPS, toutes NPS confondues. Les quantités, ça ne suffit pas non plus de comparer des quantités. Dans la mesure où on a affaire à des produits qui parfois se dosent au microgramme, le comparer à des produits équivalents qui se dosent à 100 mg peut-être, ça n'a pas de sens. Donc peut-être qu'il serait nécessaire aussi de créer des indicateurs relatifs aux doses standards, de manière à voir plus clair sur ce marché. Donc ici, cette figure, elle montre que le nombre de saisies de NPS a fortement augmenté. Et quand on se concentre sur la situation en 2016, on voit que c'est dominé par des saisies de cannabinoïdes et de cathinone. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Voilà. Et si on se centre plus spécifiquement sur ces saisies de cannabinoïdes et de cathinones, forcément on voit qu'elles sont en augmentation et que les quantités saisies sont également en augmentation. Maintenant, je vais me centrer sur la consommation. Et la consommation, il faut savoir qu'elle est difficile à identifier parce qu'on manque de données. On manque de données parce que le phénomène est difficile à étudier. Il y a tellement de nombre de molécules qu'on ne peut pas interroger sur toutes. Bien entendu, les usagers ne savent pas forcément non plus ce qu'ils consomment. Et puis les outils, ils prennent un certain temps à être adaptés aussi. Et donc on est toujours en phase, je pense, actuellement, d'adaptation des outils de monitoring. Ce qui explique pourquoi on dispose de peu d'indicateurs nous permettant de comprendre véritablement ce qui est en train de se passer en termes de conséquences pour la santé. Mais on a quand même quelques données, et je vais vous en parler. On a des données qui proviennent d'un flash eurobaromètre, c'est une enquête téléphonique, bon, il y a des biais aussi, qui porte sur un échantillon de jeunes âgés de 15 à 24 ans, standardisé au niveau de différents pays de l'Union européenne, qui nous montre qu'il y a 8% des jeunes qui ont déclaré en avoir consommé au moins une fois dans leur vie. Il y a quelques variations d'un pays à l'autre aussi, et l'usage plus récent, que ce soit les 12 derniers mois ou les 30 derniers jours, est moins élevé. Ce qui laisse penser qu'on a plutôt affaire à un usage plutôt occasionnel ou récréatif en tout cas. En ce qui concerne les sources d'approvisionnement, étonnamment, on peut voir qu'Internet est peu fréquemment cité. Ça ne veut pas dire que la source initiale n'est pas Internet, mais ça veut dire que ces consommateurs-là, en tout cas, ils s'approvisionnent via plutôt leur réseau social. C'est un ami qui va commander éventuellement et puis qui va en faire profiter ses pairs. Et on voit aussi qu'il y a d'autres sources d'approvisionnement, et notamment les marchés plus classiques via les dealers, puis les smart shops, bien entendu. En ce qui concerne les contextes d'usage, c'est plutôt un contexte récréatif, mais il y a quand même un pourcentage assez élevé et inquiétant qui déclarent en consommer parfois seul en milieu privé, ce qui est une pratique, bien entendu, à risque, dans la mesure où ces produits sont assez difficiles, pour certains en tout cas, à manipuler. Si on la compare, cette consommation de NPS à celle de cannabis, on remarque que le cannabis est forcément beaucoup plus consommé que les NPS. Mais cette consommation de NPS, elle a augmenté, elle a doublé par rapport au flash eurobaromètre réalisé en 2011. Maintenant, l'enquête ESPAD qui se centre sur les jeunes qui ont eu 16 ans en 2015, au niveau principalement de pays européens, on voit qu'il y a une très forte disparité d'un pays à l'autre, que ce soit en termes de prévalence de la consommation sur la vie, NPS, mais aussi au niveau de la consommation plus récente. On voit que des pays plutôt d'Europe de l'Est sont beaucoup plus concernés que d'autres pays. Et là, on voit que la Belgique, elle fait figure de bon exemple, mais même si seule la partie nord du pays est représentée. À nouveau, si on se centre sur les autres indicateurs d'ESPAD, on voit que le cannabis est bien plus souvent cité. Mais si on compare les NPS aux autres drogues illégales classiques, telles que la cocaïne, les amphétamines, la MDMA, on voit que les NPS sont très concurrentiels en termes de niveau de prévalence et parfois dépassent dans certains pays les déclarations pour ces drogues. On a des informations assez intéressantes qui nous proviennent de la Global Drug Survey. Bon, c'est une enquête en ligne, donc sans méthodologie d'échantillonnage, donc les comparaisons entre pays sont assez difficiles à prendre en compte. Mais elle nous offre quand même un éclairage assez intéressant qui nous montre que 5% des répondants ont déclaré en avoir acheté des NPS au cours des 12 derniers mois, sur un échantillon d'environ 100 000 répondants. Mais là, à nouveau, si on se centre sur l'achat de drogue sur Internet au cours des 12 derniers mois, on voit que ce sont quand même les drogues illégales classiques qui sont le plus souvent achetées. Donc, pourquoi cette importante variabilité en termes de consommation de NPS d'un pays à l'autre? On a le droit de penser qu'il y a certainement des facteurs d'ordre culturel qui interviennent, que ce soit la propension à acheter des produits en ligne, l'attitude de la population par rapport à la drogue, la dangerosité perçue, la disponibilité perçue peuvent intervenir aussi comme facteurs explicatifs. Et puis, bien entendu, les interventions de prévention et d'introduction des risques et la manière dont elles sont financées et déployées sur
sur un territoire donné vont aussi influencer les pratiques de consommation. On est en droit de penser, bien entendu, la présence ou non d'un smart shop dans un pays va influencer aussi l'accès et donc la consommation à ces produits. Mais surtout, on a de fortes raisons de penser que c'est la disponibilité et l'accessibilité des drogues illégales classiques qui va être le facteur déterminant de cette variabilité. Prendre l'exemple de la Belgique, qui est un pays avec un port assez important au niveau du commerce international, dans lequel arrivent chaque jour plusieurs milliers de conteneurs de ce type, qui ne peuvent pas être tout contrôlés, et dans lequel arrivent régulièrement de grandes quantités de drogues illégales, qui desservent d'ailleurs pas mal de pays européens. On a aussi une production locale de MDMA, d'amphétamines et de cannabis. Et puis on est un petit pays avec une forte densité de population, et donc les intermédiaires entre l'importateur ou le producteur et l'acheteur sont moindres, et donc on a affaire à des produits qui sont de rapport qualité-prix assez intéressant pour l'usager. Et donc ce marché des drogues illégales classiques exercerait un effet protecteur par rapport au marché des NPS. Néanmoins, NPS, il y a pas mal de caractéristiques liées à ces produits qui peuvent attirer les usagers quand on les compare aux drogues illégales classiques, que ce soit leur nouveauté, qui peuvent attirer les personnes qui ont envie d'expérimenter des nouveaux effets, de nouveaux produits, je pense aux psychonautes notamment, l'attractivité, la manière dont ils sont parfois packagés, pour les plus jeunes consommateurs, les plus naïfs, ça peut les attirer également. L'accessibilité via Internet et via certains smart shops, le prix aussi, c'est très concurrentiel, surtout si on s'oriente vers les research chemicals, très concurrentiel par rapport aux drogues classiques. Puis la puissance, on a parfois affaire à des produits qui sont 100 voire 1000 fois plus puissants à doses équivalentes que la drogue qu'ils imitent. La détectabilité, enfin la relative détectabilité dans les échantillons biologiques aussi peut pousser certains usagers, notamment ceux qui sont soumis régulièrement à des tests urinaires dans le cadre d'un accès à une profession ou dans le cadre d'une probation notamment. Ils peuvent s'orienter vers ces produits pour ces raisons. Puis la légalité, bien entendu. Et donc, on est en droit de penser qu'on a en fait, et on le constate dans la littérature et à travers les différentes enquêtes que je n'ai pas pu toutes dresser ici, qu'on a face à une variété de profils d'usagers. Et les trois grandes questions, peut-être qu'on est en droit de se poser par rapport à ce phénomène, c'est celle de est-ce que ces NPS, finalement, elles attirent de nouveaux consommateurs, des consommateurs qui n'ont jamais consommé des drogues auparavant? Globalement, il semble que ce ne soit pas le cas, notamment dans le flash Eurobaromètre, ça semble ne pas être le cas. Dans d'autres enquêtes, ça ne semble ne pas être le cas. Mais quand on creuse un peu plus et qu'on va dans des pays, notamment en Pologne, on voit qu'il y a des jeunes de 16-18 ans qui déclarent avoir consommé comme première substance psychoactive autre que l'alcool, du cannabis de synthèse notamment, qui est facilement disponible là-bas via des smart shops. Deuxième question, est-ce que ça a entraîné un déplacement, une modification des pratiques des usagers de drogue classiques? Et là aussi, la réponse, elle est variable suivant les pays et suivant les groupes d'usagers. Il y a des poches d'usagers, notamment d'usagers d'opioïdes, qui ont tendance à abandonner l'héroïne pour s'orienter vers des produits de ce type, notamment les produits de type fentanyl, qui sont en forte disponibilité, notamment en Amérique du Nord. Une autre question, c'est, et ça on le remarque quand même assez clairement, c'est que ça a certainement favorisé un déplacement, une modification, ou en tout cas l'ajout d'une nouvelle modalité d'accès aux drogues, qui est l'acquisition via l'achat en ligne. Donc impact socio-sanitaire variable selon le pays et selon les sous-groupes d'usagers, d'où l'intérêt d'ajuster au mieux les pratiques de monitoring et de creuser, de ventiler les données en fonction de différentes caractéristiques des usagers, de manière à pouvoir identifier là où les problématiques se développent. Non, je vais vite dresser un petit aperçu des risques sanitaires. Bon, les risques sanitaires, on a une littérature qui devient abondante et qui montre qu'il y a un risque assez élevé d'intoxication aiguë et un grand point d'interrogation en cas d'usage chronique. Et ce parce que ces produits, ils sont généralement peu ou pas connus. On n'a pas d'informations ou très peu par rapport à leur profil pharmacologique, par rapport à leur profil toxicologique.
Et puis ils sont vendus comme systématiquement non destinés à la consommation humaine, donc sans notice d'utilisation. Et donc l'usager doit par lui-même doser et manipuler ces molécules, ce qui est loin d'être évident. Quand les produits sont reconditionnés et donc avec des packaging attractifs, là on remarque aussi que les risques sont beaucoup plus élevés parce qu'il y a des erreurs de détectage beaucoup plus fréquents, des dosages qui sont non standardisés, des mélanges de molécules beaucoup plus courants aussi. Et puis les risques qui sont aussi majorés quand ces produits circulent sur le marché illégal des drogues classiques, quand l'usager n'en a pas connaissance, puisque ce n'est pas forcément les mêmes molécules, les mêmes effets, ni les mêmes dosages. Puis il y a les risques habituels liés à l'usage de substances psychoactives qui viennent se surajouter, bien entendu. Et je terminerai en évoquant brièvement ce monitoring qui a lieu dans différents services d'urgence d'hôpitaux européens. Donc un monitoring qui a eu lieu en 2014 et qui montre que 8,5% des intoxications des urgences drogue étaient attribuables à un usage de NPS. Et là, on voit à nouveau une forte variabilité d'un pays à l'autre, avec la Pologne qui est assez bien concernés par cette problématique, ainsi que les pays de Grande-Bretagne. Évidemment, là, on est en 2014, on est en 2018, et c'est un peu le souci qu'on a avec les outils épidémiologiques, c'est qu'on est toujours en train de regarder le passé. Or, ce qui nous intéresse, c'est le présent, et le présent peut rapidement évoluer aussi. Donc, je pense qu'il faut rester prudent par rapport aux observations dont je viens de parler et de garder en mémoire que les choses ont certainement évolué. Et d'où l'intérêt d'être très attentif aussi à ce qui remonte des intervenants de terrain, et notamment à travers la littérature grise et les conversations qu'on peut avoir avec eux. Je vous remercie.